à tous et toutes et bienvenue dans Fuck Me Again, la deuxième FAQ, la troisième de la chaîne, mais la deuxième avec cet habillage de FAQ. Merci d'avoir posé vos questions sur les commentaires de la vidéo précédente, et pour beaucoup vous vous êtes contentés de ça et vous n'avez pas été en posté n'importe où, donc c'est très bien. Nous allons donc partir tout de suite avec les réponses, vite fait. La première question, elle va être posée par un de mes amis, elle va être posée par Gorkab, qui m'a posé une question pour une de ses vidéos, et je me suis dit que la réponse pourrait vous faire marrer, donc du coup je l'ai intégrée dans ma FAQ. On va commencer donc avec la question, qu'est-ce que tu cuisines? Surtout en ce moment, pendant qu'on est confiné avec le Covid-19. Je suis un mec qui aime beaucoup cuisiner, mais pendant longtemps je ne cuisinais pas parce que j'avais pas le temps de cuisiner. Il se trouve que récemment je me suis remis à cuisiner et je me suis mis à trouver du temps, à voir comment ménager mon temps pour cuisiner. Par exemple, je fais beaucoup de choses qui vont devoir mijoter ou qui vont devoir cuire assez lentement, que je peux faire pendant que je bosse, notamment par exemple ma sauce tomate. Certains l'ignorent, mais je suis à moitié italien. Ma mère est italienne et mes grands-parents étaient tous les deux 100% italiens, du nord de l'Italie. Du coup, il y a pas mal de trucs un peu italiens que je me fais régulièrement, donc les sauces de pâtes notamment, j'ai ma propre sauce de bolognaise que je fais moi-même, si ce n'est les tomates que j'achète en conserve, mais sinon c'est je fais ma propre base d'oignons, céleri et tout le bordel, et je fais revenir ma viande qui est mélange de steak et de saucisse, mélanger viande de bœuf et de porc, c'est ce qui fait la meilleure bolognaise du monde. Quelques herbes, tu fais mijoter tout ça pendant quelques heures. J'aime beaucoup me faire des sauces bolognaises et me faire des pâtes, des sauces carbonara aussi éventuellement, ou au thon, au saumon, etc. Enfin bon, bref. Je maîtrise pas mal les sauces de pâtes. Pour ce qui est un peu plus élaboré quand même, je savais faire des tas de trucs, mais à une époque je savais faire des gougères par exemple, ou des chouquettes et des trucs dans ce genre-là. Enfin, j'avais fait mes propres éclairs au chocolat, je faisais des tartes un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, comme je m'étais arrêté depuis très longtemps, j'ai repris certaines recettes, pas toutes. Beaucoup de trucs sucrés, surtout en ce moment. Je me suis fait un gros kiff. Récemment, j'ai découvert la meilleure recette de cookies au monde, pour me faire des vrais cookies bien croustillants. Vous entendez ça? Bien sablé et tout. Donc j'adore me faire ça. Ceux-là, ils sont au chocolat Côte d'Or, chocolat au lait et noisette. Parce que du coup, je fais le cookie dog, mais je fais aussi les éclats de chocolat. Parce que je trouve que ceux qu'on achète dans le commerce sont toujours un peu dégueulasses. Pas vraiment goût de chocolat et pas très agréable à bouffer. Donc je prends le chocolat que je trouve bon. Là, le Côte d'Or aux noisettes, c'est un essai. Généralement, je le fais au Milka. Beaucoup mieux. Et dans le fond, il y en avait au chocolat blanc. Il y a peu de temps, sur une chaîne de cuisine que j'aime beaucoup, qui est une chaîne anglaise qui s'appelle Sorted, j'ai découvert une recette de chocolate pavlova. C'est-à-dire, c'est un triple gâteau. Tu fais un gâteau au chocolat, déjà, une base. Qui plus une génoise de chocolat. Tu recouvres le tout d'une pavlova, c'est-à-dire d'une meringue que tu fais ensuite cuire au four. Tu le fais dans un plat qui est assez grand, et carré. Et quand ton plat sort du four, tu le coupes au milieu. Et tu prends le troisième ingrédient qui est de la crème fouettée. Tu prends de la crème fraîche, 30% de matière grasse minimum, sinon ça ne fera pas l'émulsion. Tu la mets au fouet manuel, mais plutôt au fouet électrique parce que ça prend des heures, et tu fais monter du coup la crème fraîche en crème fouettée. Moi je rajoute un petit peu de miel et de sucre avant de faire ça, comme ça la rend un petit peu plus intéressante. Et une fois que ton gâteau est prêt, tu le coupes au milieu, tu en retournes une partie, tu étales la crème fouettée au milieu, et tu refous la deuxième partie au-dessus. Le geste est un peu sportif, mais quand tu le réussis, le gâteau a une gueule de ouf, et surtout c'est délicieux quoi. Au-dessus de la meringue, tu peux rajouter des amandes de filet aussi. C'est très très bon dans le truc. Et mon gâteau préféré, ma recette préférée, ça fait depuis cette année seulement, depuis le mois de janvier, que je sais la cuisiner. Mais c'est un gâteau qui est très important pour moi, c'est ce gâteau. Vous savez absolument pas ce que c'est, vous n'en avez jamais entendu parler de votre vie, parce que c'est le gâteau de ma famille. C'est un gâteau familial, une recette traditionnelle. C'est le gâteau au tagliatelle de ma mémé. Le gâteau au tagliatelle, en fait, c'est très simple. Vous faites une pâte sablée, ou vous l'achetez, peu importe, je mets un point d'honneur à ce que ce soit ma pâte sablée, vous la faites reposer tranquillement au frigo avant de l'étaler. Pendant qu'elle repose, vous faites des pâtes. Ça doit vous paraître très compliqué quand on dit que ça fait des pâtes. Il n'y a rien de plus simple que de faire des pâtes. 100 g de farine, un œuf. Et éventuellement un jaune d'œuf supplémentaire si tu trouves que c'est un peu trop sec. C'est tout ce qu'il faut pour faire de la pâte, pour faire des pâtes. Donc tu mélanges ça tranquillement avec une fourchette, tu laisses ça reposer aussi pendant quelques minutes, c'est beaucoup plus facile à étaler ensuite. Et une fois que tu as ton fond de tarte qui est prêt et ta boule de pâte pour faire les pâtes qui est prête, tu l'étales
le plus finement et le plus large possible. Il faudra généralement la couper en 3-4 morceaux et puis tu fais chacun le plus fin et le plus que tu arrives à avoir. Après avoir bien fariné ton plan de travail, pour pas que ça colle. Et ensuite tu rajoutes de la farine un peu partout sur la pâte pour pas qu'elle colle entre elles, tu la replies en plusieurs parties et tu découpes des petits filaments qui vont te faire donc tes petites tagliatelles. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus fin possible. Et donc tu découpes ces petites lignes et une fois que tu as découpé tes tagliatelles, tu prends ton fond de tarte, tu le saupoudres de sucre, normal, sucre en poudre, de cacao en poudre également, pas trop sucré si possible vu qu'on rajoute déjà du sucre, mais si du coup il est sucré vous pouvez retirer du sucre, et de la poudre d'amande. Une fois que vous avez ce fond là, vous avez bien étalé le truc, enfin pas étalé mais saupoudré le truc sur le fond de la tarte, cru bien sûr, vous rajoutez vos tagliatelles, crues également. Vous ne les passez pas dans l'eau, le but c'est pas de les cuire dans l'eau pour les bouffer, le but c'est de les faire sécher en fait, de les faire cuire mais d'une autre façon. Vous les foutez donc au-dessus de ce fond de tarte, vous ressaupoudrez à nouveau de chocolat, de sucre en poudre et de poudre d'amande, et vous mettez des petites noisettes, ou alors moi ce que je fais c'est des petites tranches très fines de beurre, et vous en recouvrez partout sur le truc. Vous mettez ça au four à 180 degrés pendant une petite demi-heure, le beurre fond, ramène le sucre, la pâte d'amande et le cacao au fond, les pâtes cuisent dans le beurre, elles sont en train de frire dans le beurre, et quand vous sortez ce truc-là, c'est le gâteau le plus bordélique que vous aurez mangé de votre vie. Vous prenez une bouchée, vous en mettez pour 7 ans de miettes à ramasser par terre. Mais si vous aimez ce qui croustille et ce qui a goût de chocolat, je n'ai jamais mangé un gâteau plus satisfaisant de ma vie. Et j'ai appris à le faire au tout début de l'année, là, j'ai appelé régulièrement ma grand-mère pour lui demander sa recette, et je suis très contente de l'avoir réussi du premier coup, quoi. J'ai très bien fait ce gâteau. Je vous conseille juste un truc pour être sûr de le réussir. Faites ça dans un grand plat de rond, 21-25 cm de diamètre, parce que si vous faites ça dans un plat carré ou un plat plus restreint, votre pâte sablée va être beaucoup plus épaisse et donc sera plus longue à cuire et il y a des chances qu'elle soit pas très cuite. Et surtout les tagliatelles, on risque de pas cuire, d'être un peu trop... bon, c'est pas grave du tout, hein, c'est pas difficile à digérer quoi que ce soit, mais ce serait mieux qu'elle soit beaucoup plus sèche que ça, donc plus vous pouvez faire en sorte que la couche de pâte de tagliatelle soit pas trop épaisse, mieux ce sera. Voilà pour cette première question à la FAQ, passons au reste. Alors il y en a une pour laquelle tout le monde a voté, donc du coup je suppose que la question vous intéresse, c'est une question de Tux et des chiffres derrière. Question simple, arrives-tu à t'en sortir convenablement sans sponsor? La qualité de tes vidéos reste excellente et continue même à s'améliorer, merci beaucoup, ça fait plaisir qu'on le remarque. Mais tu fais partie des rares derniers sur YouTube à ne pas nous faire « Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par non du sponsor », NordVPN hein, tu peux le dire, ou Red Shadow Legends. Et t'as souhaité que tu puisses rester indépendant dans tes critiques, bonne continuation et continue de nous parler de films. Quelqu'un a rajouté d'ailleurs dans les réponses, et je vais la rajouter du coup, pourrais-tu diversifier ton modèle économique en publiant par exemple un livre, une formation, un podcast? Je sais que je serai client pour les trois. Alors, les sponsors ne sont pas une obligation, mais la plupart de mes collègues qui font des sponsors sont un peu plus intelligents que moi, parce qu'ils s'en rendent compte que ce métier est parfois précaire, enfin que rien ne dit qu'il va durer éternellement, et c'est pas un métier qui, même quand tu arrives à gagner ta vie, te permet de faire des mille et des cents. Je vous donne un exemple, cette année j'ai essayé d'acheter un appartement, enfin de revoir pour acheter un appartement sur Paris, parce que j'en ai marre de vivre dans mon clapier à poule. J'ai fait une demande d'estimation de prêt à ma banque, et avec ce que je gagne à l'heure actuelle en tant que youtubeur, en cumulant YouTube et Tipeee bien sûr, tous mes revenus accumulés, je suis en mesure de faire un emprunt de 170 000 €, ce qui est pas énorme, notamment à Paris. Quand tu fais des sponsors, tu peux du coup mettre pas mal d'argent de côté pour avoir du coup de quoi financer un prêt, mais tu peux aussi mettre suffisamment de côté pour directement t'acheter un appartement, un truc dans ce genre-là. Les sponsors te permettent de vraiment avoir ce coup de pied en plus, d'en faire ton métier vraiment et de pouvoir en faire quelque chose véritablement. D'avoir assez d'argent pour pouvoir commencer à faire des trucs. Sinon, si tu gagnes ta vie normalement comme moi sur YouTube, je l'ai déjà dit dans la dernière FAQ, mais je gagne à peu près 2000 ou 2100, 2200 à peu près brut. Et ce qui m'amène à 1006 ou 1007 net. Mais effectivement, avec ça, tu roules pas sur l'or et tu peux pas vraiment faire des projets, tu peux pas vraiment faire tout un tas de choses. J'ai pas essayé directement de contacter les vendeurs, mais je suppose que le statut de youtubeur doit paraître extrêmement instable et extrêmement étrange et volatile à un vendeur. Donc, si tu peux avoir un peu de sous-sous à mettre en avant, ça t'aide bien à pouvoir t'assumer économiquement et financièrement. Donc, pour répondre à tes questions, Tux, oui, j'arrive à m'en sortir sans sponsor.
Pas du tout un problème. D'ailleurs, récemment, j'ai fait une vidéo avec les salles du cinéma qui a dépassé les 400 000 vues, du coup je pense que je suis arrivé dans le radar de pas mal de trucs, et j'ai reçu 3-4 propositions de sponsorisation là récemment, notamment en jeux vidéo. Je les ai toutes... j'ai dit non à tout le monde parce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'avoir plus d'argent à l'heure actuelle, j'ai pas un truc particulier qui me demande de mettre de l'argent de côté et de réclamer un sponsor. Éventuellement, au début d'année, j'ai essayé de gratter une nouvelle caméra à Blackmagic. En leur disant, je suis un des seuls youtubeurs qui filme avec une Blackmagic et qui en parle régulièrement. Est-ce que vous pourriez pas m'aider un petit peu, me faire le dernier modèle, etc. Ils m'ont jamais répondu, les mecs. Mais en dehors de ça, j'ai besoin de rien, quoi. J'ai pas besoin d'un truc. Et même la caméra, fondamentalement, je pourrais l'acheter. Voilà, mais c'est vrai que ça aurait toujours pu être sympa de pas avoir à faire cette dépense en plus, quoi. Elle vaut quand même il quelques balles la caméra. Mais j'ai pas besoin de sponsor, j'ai pas besoin de soutien financier pour faire quoi que ce soit. Et donc, pour répondre à la question subsidiaire de Alexandre Asmodée, je te connais, toi, tu m'as déjà envoyé des messages ou un truc, enfin bon, bref. Donc, qui rajoute, est-ce que tu ferais d'autres choses pour gagner de l'argent, par exemple un livre, une formation, un podcast? Pas du tout, mais pas du tout. J'en ressens pas le besoin. J'ai pas le temps d'écrire un livre, déjà. Je suis en train de bosser sur mes autres vidéos, j'ai autre chose à foutre que d'écrire un bouquin. J'ai pas de j'ai rien sur quoi j'ai envie de te former. J'ai aussi des gens qui m'envoient des demandes de stage régulièrement, des gens qui sont dans une école d'audiovisuel et qui me disent, est-ce que je peux venir en stage chez toi? Mec, tu veux venir en stage dans mes 14 mètres carrés pour faire quoi? Une fois, j'ai un pote qui était monteur qui était venu faire du montage pour moi, mais c'était parce que j'étais dans une situation de santé extrêmement mauvaise, et du coup c'était quasi impossible pour moi de faire du montage aussi intensif qu'il était nécessaire pour sortir une vidéo en temps et en heure à cette époque-là. Donc là, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un pour venir m'aider, mais j'ai personne à former, j'ai pas de stagiaire à prendre, mes méthodes de travail n'ont rien de professionnel. Enfin... pas exactement. C'est des méthodes professionnelles faites en dilettante, mais mes méthodes n'ont rien de professionnel, c'est ça le truc. Donc du coup, non, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de livre à vendre non plus, podcast, non, alors, c'est en train de revenir, ça y est, vous avez fini par vous rappeler au bout de 10 ans que les podcasts c'était uniquement le son. C'est cool, parce qu'il y a encore des gens qui appellent mes vlogs des podcasts. Mais pourquoi un podcast? Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise en podcast? Pas particulièrement, c'est... Quelqu'un m'a dit une fois, pourquoi tu mettrais pas tes vlogs en podcast sur un autre truc, sur iTunes, machin, pour gagner de l'argent? Je me fais, mais... Bon, déjà, je savais même pas que c'était vraiment faisable. Récemment, j'ai fait exprès d'ajouter des images pour illustrer le truc, donc je vais pas retirer l'image, je vais pas mettre que le son pour les mettre sur un truc de podcast. Et encore une fois, j'ai pas besoin d'argent supplémentaire, quoi. J'ai pas besoin d'une source de revenus en plus. Éventuellement, mais alors juste pour le kiff et pour l'esthétique, j'ai le fantasme de me dire un jour, peut-être éditer mes textes de Pourquoi James avait tort, en version corrigée pour ceux qui auraient des petits défauts par exemple à certains endroits, et avec des images, etc. Donc en faire des versions livres finalement, éventuellement. Mais je me dis, à part les corrections qui pourraient être intéressantes pour les personnes qui ont déjà vu les vidéos, je vois pas ce que ça aurait d'intéressant de les sortir en livre plutôt qu'en vidéo. Enfin, non, je n'ai rien d'autre à sortir que les vidéos de ma chaîne, vraiment rien d'autre. Petite question de Alexis Candelin, que penses-tu du fait qu'il n'y ait pas de César des meilleurs effets visuels alors que la France a de nombreuses entreprises de VFX? Elle en a beaucoup, mais elles travaillent toutes pour des boîtes étrangères, elles travaillent pas pour les productions françaises parce qu'on n'a pas d'argent pour payer des trucages dans les productions françaises. En tout cas, pas des suffisamment élaborés pour qu'on estime avoir besoin de les récompenser avec des statuettes, quoi. Éventuellement, des fois, des boîtes françaises sont récompensées grâce à des Oscars sur les effets spéciaux américains. Il y a plein de boîtes françaises qui bossent sur des films étrangers. Il y a un mec qui m'a contacté, un patron d'une boîte qui s'appelle Unit Image, qui a bossé qui a réalisé un des courts-métrages de Love, Death and Robots de Netflix, et dont la boîte avait bossé juste au moment où il m'a écrit sur Terminator Dark Fate, par exemple. Donc si jamais Terminator Dark Fate avait reçu un Oscar pour ses effets visuels, parmi les entreprises récompensées pour les effets visuels, il y aurait une entreprise française dedans. Les films eux-mêmes qui exploitent les effets spéciaux et qui les utilisent de façon intéressante, on en produit rarement plus d'un par an, quoi. L'année où Dans la brume est sorti, je sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres films qui sont sortis qui avaient des effets spéciaux intéressants. Peut-être que Le Chant du Loup a fait cette année quelques effets spéciaux intéressants. Est-ce qu'il y avait un autre film dans l'année qui a fait des effets... Donc, c'est un peu ça le problème, oui, bien sûr qu'il y a un talent incroyable dans les effets spéciaux français, bien sûr qu'il est exploité et qu'il donne des résultats, rarement dans les films qui passent au César. Donc, la catégorie meilleurs effets visuels, je suis pas sûr qu'elle servirait à qui que ce soit, parce que ce serait des films français qui devraient récompenser pour leur visuel, et pas juste des équipes françaises. Ça fonctionne pas comme ça fonctionne pas par équipe, ça fonctionne par film.
Neil McCauley me demande, est-ce que certains critiques de cinéma ont été particulièrement influents dans ta vie de cinéphile, que ce soit dans des revues type Les Cahiers, sur internet ou à la radio? Alors, je pense que comme beaucoup de gens qui avaient Canal+, dans mon enfance, j'ai été assez influencé par Laurent Veil sur Canal+, qui faisait pas mal de chroniques et qui donnait des avis sur les films. Ma principale inspiration, en termes de critiques, sera pas vraiment ce qu'on considère comme les critiques officielles, mais sera plus les critiques internet, effectivement, parce que j'ai créé cette chaîne, et donc du coup la plus grande influence qui a été sur moi au niveau de la critique, c'est grâce aux critiques américaines. En fait, juste avant, les quelques mois avant d'arriver à l'ESSEC, je m'étais mis à regarder pas mal de gros classiques, en me disant j'en retape quelques-uns quand même avant d'arriver à l'école, et je m'étais mis à chercher des critiques sur internet. Et en fait, par hasard, j'étais donc tombé sur les critiques de l'époque, et à l'époque on était donc en 2013 et quelques, donc c'était 2011 peut-être, donc c'était principalement le Channel Awesome avec le Nostalgia Critique, Spoony, et je dois dire que c'est probablement ces deux-là qui m'ont le plus marqué en fait. Le Nostalgia Critique, il y avait aussi Lindsay Ellis, Nostalgia Chick à l'époque, mais aujourd'hui juste Lindsay Ellis, qui aujourd'hui fait toujours d'ailleurs de gros essais vidéo et qui est la seule américaine à faire, une des seules, à faire des grosses vidéos d'analyse de plusieurs trucs, mais alors elle appelle ça un essai. J'adorerais voir, quand déjà j'ai mis mini documentaire dans mes descriptions, j'adorerais voir la réaction de mépris du public si jamais j'avais dit que je faisais des essais vidéo, avec mes pourquoi j'ai raison, j'avais tort. Mais les Américains, dès qu'ils font un gros truc comme ça, ils appellent ça un essai vidéo. Tout le groupe Channel Awesome m'a beaucoup influencé à cette époque-là, avec Nostalgia Critique plus pour la partie humour et un peu déjanté, un peu blague. Le côté Spoony pour le côté... tu peux parler de tout et n'importe quoi, tu peux entrer dans n'importe quel délire du moment que tu rends ta vidéo fun et divertissante. Si tu le joues correctement, si tu te mets en scène correctement, si tu dis la phrase correctement, en principe, tu peux intéresser à peu près n'importe qui à n'importe quoi. Mais il faut que tu fasses cet effort de divertissement et d'investissement au tournage. Donc c'est Spoony qui m'a beaucoup inspiré ça. Une bonne partie de ton humour aussi à déteindre dans mes vidéos. Lindsay Ellis, si je suis honnête, je regardais pas trop à l'époque. Vraiment à l'époque, c'était pas vraiment ce que je regardais le plus, mais mes grosses influences c'était Spoony et le Nostalgia Critique. Et puis après dans mon école aussi, j'avais pas mal de mes profs qui étaient critiques, soit au Cahier du cinéma, soit à Chronic Art sur internet, ou dans un tas d'autres magazines, parce que vraiment il y avait des personnes de tout un tas d'horizons différents. Alors si certains critiques m'ont influencé, mes profs, oui. Dans les gens qui sont critiques qui m'ont influencé, il y avait mes profs, et c'est clair qu'ils m'ont influencé dans beaucoup de choses dans ma vision du cinéma. Alix B me demande, à part le cinéma, as-tu un autre hobby? La masturbation uniquement. Non vraiment en fait, j'ai pas d'autre passion en dehors du cinéma. Si, on va dire hobby, la cuisine, comme qui a été abordée en toute première question. Théo Choukroun me demande, salut, bonjour, as-tu déjà eu des retours de réalisateurs ou de comédiens? Oui, aux deux. Un des premiers trucs que j'avais vu, c'était les comédiens de Max et... Comment s'appelait ce truc? C'est un film de Michel Gondry, une adaptation de bande dessinée. Et les deux comédiens m'ont écrit en me disant qu'ils aimaient bien mes vidéos et qu'ils adoreraient voir ma critique du film, etc. Et j'ai pas aimé le film. Du coup, j'ai pas fait de critique parce que je voulais pas leur faire de peine. Et donc du coup, voilà. Mais ça m'est déjà arrivé aussi sur Lou, Journal d'un film. Il y avait le réalisateur déjà qui m'avait remercié sur Twitter publiquement pour ma critique sur le film et qui l'avait vu. J'avais l'une des actrices que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, je trouvais qu'elle ressemblait à Emma Stone. Donc voilà, le genre d'un film. Et c'était Lily Tayeb qui m'avait envoyé un message en disant « Ah putain, j'étais super contente de voir que t'avais aimé Lou, je regarde tous tes vlogs, etc. » Elle était très gentille. Donc oui, elle m'avait vu et remercié. Kian Kojandi m'avait vu et remercié pour ma critique sur... C'est pas possible que ce soit Lou, Journal d'un film aussi d'ailleurs. Je me suis tapé tout le casting du coup dans ce film. Récemment, j'ai eu Sébastien Marnier qui m'a remercié pour avoir mis l'heure de la sortie son film dans mon top. J'ai eu un message des producteurs, je crois, de Dans la brume, pas du réalisateur, mais je crois que c'était les producteurs, qui avaient dit « Ah, merci pour ta vidéo, le mec a tout compris ce qu'on a essayé de faire avec ce film ». Ce qui fait quand même très plaisir. Ouais, j'ai eu déjà quelques retours. Et la question alors du coup se poursuit, tu m'avais dit, et t'a-t-on proposé de faire des interventions dans des écoles de cinéma? Voilà, la bise et bonne continuation, la bise, bonne continuation. Figure-toi que oui, ça m'est arrivé l'année dernière. Dans les grandes lignes, j'ai répondu à la très gentille demoiselle qui m'a proposé ça, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre? Je suis qui
pour aller faire une classe, et de quoi vous voulez que je parle? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça me dépassait totalement, donc j'ai dit non. En plus, elle allait me défrayer l'intervention, c'était cool, mais non, vraiment, j'ai du mal à me voir en position de professeur, j'ai du mal à me voir sur une salle à faire une conférence et à donner des conseils à tout le monde. Je suis tellement indécis et pas sûr de moi, etc. Je me vois pas du tout comme une source d'informations sûres. C'est pour ça que je le fais avec les vidéos, parce qu'avec les vidéos j'ai le temps. Je peux prendre le temps de relire, je peux prendre le temps de revoir, je peux prendre le temps de vérifier, je peux prendre le temps de tout faire. Être devant une salle en live à devoir juste sortir ce qui sort de ma tête, en fait il y a un problème là-dedans. Vous savez, vous voyez le truc dans Vice Versa avec les étagères avec toutes les boules, sont tous les souvenirs. Bon, alors moi en fait j'ai un problème avec le bras mécanique qui va chercher les souvenirs, c'est que 3 fois sur 4 il vise à côté de la cible qu'il essaye de venir prendre, et surtout il met 3 plombes, et il fonctionne pas selon certains critères. Genre par exemple, j'ai du mal à classer les choses dans ma tête selon certaines catégories. Genre des gens qui me demandent hey, qu'est-ce que tu peux me donner comme film d'horreur? Je me demande film d'horreur, j'ai 400 titres qui me viennent en tête, et je suis incapable de t'en sortir un avant les autres. Et du coup j'en vois aucun. C'est ça le truc en fait, comme les 400 titres viennent en même temps et j'en vois aucun, et je suis absolument incapable de sortir un truc. Il y a certains trucs précis sur lesquels je suis capable de faire des catégories comme ça et de retrouver un film, un film qui parle de tel truc, de voiture, de machin. Je saurais en trouver un ou deux, mais 95% des trucs que les gens me demandent, je suis incapable de les trouver comme ça. Je n'ai aucune confiance en moi pour me retrouver à faire une conférence en salle devant des gens, quoi. Donc voilà, on me l'a proposé, je ne l'ai pas fait. Max Log me demande: que penses-tu des acteurs qui jouent tout le temps le même rôle, par exemple Chaplin, Louis de Funès ou Jim Carrey? Ils existent. Je trouve ni que ce soit un bien ni que ce soit un mal. Ça m'énerve parfois quand les gens en font trop. C'est-à-dire qu'un mec qui est connu pour faire toujours la même chose, d'un seul coup il fait la même chose que d'habitude dans un film et tout le monde dit: oh mon dieu, il fait une performance extraordinaire. Typiquement Jack Nicholson dans Batman. Ça m'énerve. En fait, c'est pas l'existence d'acteurs qui sont réservés à tel ou tel type de personnage. C'est vrai que je trouve c'est un peu lassant au bout d'un moment de leur voir faire toujours la même chose, mais je vais pas leur reprocher, c'est un style, ils le font bien. Moi j'en ai vu 36 000, mais il y a peut-être des gens qui l'ont vu qu'une ou deux fois et qui trouveront ça très bien. Et dans le cas où c'est approprié pour le film, il n'y a pas de raison de gueuler de toute façon. Mais sur le principe, non, c'est plus la réaction des gens, parfois sur un truc qui va m'énerver. Mais le fait qu'ils existent, hein, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Seth Sunrider me demande: salut Dudu, bonjour. Malgré ton allergie, y a-t-il des films de studio d'animation Disney que tu apprécies? Bisous. Est-ce que tu parles d'animation à la main ou animation 3D? On va englober les deux. Oui, il y a des films Disney que j'aime. Il y avait, alors quand j'étais petit notamment, Bernard et Bianca. Je sais pas si c'était le 1 ou le 2. J'ai sans doute vu les deux d'ailleurs au passage, mais Bernard et Bianca c'était un des rares dessins animés Disney que j'aimais bien quand j'étais petit, parce que je considérais justement qu'il me prenait comme un adulte pour une fois. Cusco l'Empereur Mégalo, c'est un des dessins animés de Disney que je préfère, et d'ailleurs j'ai même pas l'impression que c'est du Disney tellement c'est rigolo et tellement c'est bien fait. J'adore le personnage de la sorcière, elle est absolument géniale. C'est un lama, il devait être mort. J'aime beaucoup le truc. Étant donné que j'aime beaucoup les chats, quand j'étais petit j'avais un trip sur les Aristocates, mais il faudrait que je le revoie. Je l'ai pas vu depuis que je suis tout petit, donc il faudrait que je le revoie pour vous confirmer ça. J'ai toujours Basile détective privé au-dessus là. J'aime bien les films de Disney avec des souris, mais surtout pas ceux avec Mickey. C'est que des trucs avec des souris ou des rats depuis tout à l'heure. Ratatouille, c'est un Disney ou un Pixar, Ratatouille? Donc ouais, Basile détective privé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il doit y en avoir d'autres. J'étais pas totalement contre le Roi Lion. J'aimais bien la musique. J'aimais bien une partie du film. Aladdin aussi. Aladdin passait bien. Réponse est un des films d'animation que j'aime bien. Voilà pour les Disney que j'aime bien. En gros, il y en a peut-être un ou deux en plus, mais je pense que grosso modo ça résume bien les quelques-uns que j'aime bien. 091 me pose 2 questions auxquelles j'ai déjà répondu et une troisième question à laquelle je vais répondre. Tu me demandes les conseils pour un jeune voulant devenir réalisateur. Regarde ma vidéo Les études de cinéma que j'ai sorti il y a déjà 4 ou 5 ans, un truc dans ce genre là, mais je parle justement des prérequis et de ce qui est important pour travailler dans le cinéma. Que penses-tu des tentatives de faire de la SF en France? Penses-tu qu'il y a un avenir pour ce genre, ou bien sommes-nous condamnés aux films d'auteur et aux comédies? Tant que les producteurs ne voudront pas se risquer à mettre un tout petit peu d'argent en plus que 1 million d'euros, on ne pourra pas avoir de la science-fiction correcte en France, on ne pourra pas avoir quoi que ce soit qui a de la gueule. Et tant que les Français ne vont pas les voir, parce qu'on a beaucoup ce problème aussi, on l'a eu par exemple avec, pas de la SF, mais Nicky Larson récemment, les gens sont tellement persuadés qu'ils savent déjà comment le film va être avant même qu'il soit sorti, parce que il n'y a jamais de raison d'essayer autre chose. Quand il y a un film de SF français qui sort, ou quand il y a un film français avec un peu d'ambition qui sort, les gens vont pas le voir en se disant ça va être nul, ça va être moche, ça va être chiant, ça va être machin.
Et donc au final, même quand ils sont bons, ils se cassent la gueule. Donc, honnêtement, j'ai envie de te dire que la SF en France, c'est définitivement mort. En dehors d'EuropaCorp, personne n'a les moyens de faire de la SF et personne n'aura envie de faire de la SF. Donc, quand on a fait le 5e élément, qui est le seul gros film de SF français, 100% français, c'est Gaumont qui l'a fait. Gaumont qui était l'un des principaux studios, depuis il était racheté par Pathé. Et Pathé, ils font pas de la SF. Voilà. À moins d'un gros cataclysme dans le financement du cinéma français, peut-être que le coronavirus va inspirer le cinéma français à combattre la morosité provoquée par le truc, à essayer de trouver d'autres trucs. Peut-être qu'on va essayer de vouloir sortir la vie des gens de leur truc. J'ai mis un tweet sur il y a pas longtemps où j'ai tweeté à Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les mecs qui ont écrit Le Prénom et qui ont fait le meilleur reste à venir qui est sorti l'année dernière. Je leur ai sorti que, enfin, je les voyais déjà commencer à bosser sur la prochaine comédie d'enfermement avec je sais pas quelle histoire de famille qui se passe mal pendant que t'es enfermé pendant 2 mois à cause du Covid-19. Et Alexandre de la Patelière m'avait répondu, à mon sens, on aura plus envie d'aller explorer les grands espaces et de faire des choses qui sont impressionnantes, justement parce qu'on a été confinés pendant des mois. Et je lui ai répondu, oui, mais ça c'est les gens qui ont du talent qui vont le faire, c'est vous, les autres. Peut-être que dans ces circonstances-là, on va trouver un truc, j'y crois pas du tout, vraiment j'y crois pas du tout, mais peut-être que on aura un petit renouvellement. Peut-être éventuellement que si Comment je suis devenu un super-héros marche, on aura aussi plus de trucs de SF, mais moi j'avais dit ça en 2000, quand en 2000 on avait sorti Belphégor, le fantôme du Louvre, et Vidocq et le pacte des loups, je me suis dit putain ça y est, ça va encourager les gens à faire d'autres choses, et bah putain après on s'est bouffé 20 ans de merde exactement comme celle d'avant, et bah ça a rien changé. Donc j'arrête de dire que peut-être que les choses vont changer, honnêtement à ce niveau-là j'ai perdu espoir. La France ne fera plus jamais que des films chiants. Et des films que personne ne regarde. Des films chiants. Essayons de mettre un peu d'arrondir un peu les angles là-dessus. Le cinéma français, et européen en général, veut filmer la vraie vie, les vrais gens, les vrais problèmes. Donc en fait, le cinéma français veut filmer le quotidien. Et je suis désolé, mais le quotidien, moi, ça me fait chier. Je vais pas au cinéma pour voir mes expériences. Je vais au cinéma pour qu'on me propose autre chose. C'est pour moi principalement pour ça que les films français marchent pas. Et c'est pour ça que je dénonce toujours le fait qu'ils tournent toujours autour du thème de la famille, autour des thèmes sociaux et des machins. Là, tu peux jamais aller explorer quelque chose d'un peu plus audacieux et intéressant que ça. J'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout. Niamor, avec l'accent italien, parce que ça me paraît être un mot italien, Niamor, me demande, excepté le cinéma, quelle est ta forme d'art préférée? Livre, musique, jeux vidéo, sculpture, peinture, et pourquoi? C'est le cinéma. J'ai eu du mal avec toutes les autres formes d'art. Je me suis remis à lire récemment, ça faisait 10 ans que j'avais pas lu un bouquin. Au bout de 10 ans, je me suis dit quand même, il faudrait que je m'y remette un petit peu. J'ai lu Lien de sang de Octavia Butler, une des rares autrices de science-fiction afro-américaine. C'est l'histoire d'une femme qui retourne, dont son propre corps la transporte dans le temps, dans la plantation de ses ancêtres. Et elle doit essayer de survivre du coup à cette époque-là, et du coup, bah, grosso modo, elle se confronte, elle, nana moderne, à ce qu'ont vécu ses ancêtres à l'époque, quoi. Intéressant, mais faudrait que j'aille voir du coup ce qu'elle fait d'autre. Je suis en train de lire les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, ce qui est très drôle, ça ressemble beaucoup à du Star Trek. Au niveau de la science-fiction, c'est la science-fiction à l'époque où il y avait beaucoup plus de fiction que de science, parce qu'on connaissait pas la science, donc où elle crée absolument tout ce qu'on veut, donc là Mars est habité depuis des années par une autre espèce, etc. C'est plus de la fantasy presque que de la science-fiction, mais je le pardonne complètement étant donné l'époque à laquelle était sorti le truc. J'aime beaucoup le style d'écriture de Ray Bradbury, et j'aime bien sa nonchalance par rapport à son propre texte. Il y a un préface là au début du truc sur Ray Bradbury qui explique, oui alors, ce recueil de nouvelles qui forme une histoire que j'ai plus ou moins mélangée ensemble, etc. Enfin, j'aime bien comment il sorti ce truc-là, il est très honnête sur l'inspiration et sur comment est-ce qu'il a fait ce truc-là. Donc voilà, j'ai lu ça récemment, et j'ai acheté le bouquin de Neil deGrasse Tyson, Astrophysics for People in a Hurry, donc l'astrophysique pour les gens pressés, parce que ça fait aussi des années que j'ai pas parlé de questions de science, d'espace et trucs dans ce genre-là, et je suis en train d'être en retard là-dessus. Il m'a quand même fallu 3 ou 4 mois pour lire ça, parce que je lis que quand je vais faire ma lessive, en fait, au lavomatique. Donc je lis pas beaucoup généralement. Et Neil deGrasse Tyson, il va falloir du temps avant de m'y mettre, parce que Ray Bradbury, j'en suis même pas, j'en suis là. Ici, donc c'est pas grand-chose, quoi. Mais en fait, j'ai du mal avec toutes les autres formes d'art que le cinéma. Parce qu'elles sont pas le cinéma. Le jeu vidéo retire le choix du réalisateur, le prédéterminisme, et donc le choix des angles, etc. Et donc l'expression artistique visuelle de l'œuvre. Les livres, il me manque le son, il me manque les images, il me manque aussi le rythme. Un livre, tu peux le lire un peu comme tu le veux, tu peux aller comme tu veux, revenir en arrière, etc. Un film, une fois que tu l'as lancé et ça passe, quoi. Il faut vraiment que tu aies loupé un gros truc pour revenir en arrière dans un film,
grosso modo, tu le lis d'une traite, et c'est une façon différente d'apprécier les médias. La musique, il me manque les images aussi, et si c'est de la musique pure et pas de la chanson, il me manque les mots. Et même avec les mots, il me manque toujours l'image. La sculpture, il va me manquer le mouvement, comme pour la peinture et le dessin, sans parler du son, etc. Il y a toujours une dimension qui me manque, qui fait que, même si j'apprécie une œuvre, je suis incapable de l'apprécier juste pour elle. Il faut que je l'associe à autre chose, il faut qu'elle soit associée à autre chose pour qu'elle puisse évoquer une émotion en moi, pour qu'elle puisse provoquer une émotion en moi. Il y a une musique par exemple que j'adore, c'est une chanson qui est interprétée par Natalie Dawn, et écrite par Natalie Dawn, qui est la compagne du mec qui a créé Patreon aux États-Unis. Ils font beaucoup de musique en ligne, et elle a créé une chanson qui s'appelle How I Knew Her, qui est une chanson par rapport à sa mère. Et il faut que j'ai le fait que c'est par rapport à sa mère, et le clip en face de moi, pour que, aux alentours de la 4e minute, je me mette à chialer comme une madeleine, parce que je trouve le d'une autre les autres formes d'art, mais ma vraie passion et ma forme d'art préférée, c'est le cinéma. D'ailleurs, je l'avais dit dans une de mes toutes premières vidéos, je sais plus laquelle c'était d'ailleurs, mais le cinéma, ça regroupe tous les arts. Pour faire le cinéma, t'as besoin de tous les autres arts. T'as besoin de l'architecture, t'as besoin de la sculpture, t'as besoin du livre pour écrire le scénario, t'as besoin de l'image pour tous les visuels, etc. Enfin, t'as besoin de l'architecture pour les décors, t'as besoin d'absolument tous les arts qui l'ont précédé pour faire le cinéma. Donc voilà, le cinéma, juste le cinéma, et rien que le cinéma. Hailey, ça pense peut-être Isley, 99, me demande question, quels sont les remakes que tu aimerais voir au cinéma? Je vais pas dire les remakes que j'aimerais voir au cinéma, c'est pas tant la question de vouloir voir un remake, il y a un remake que je voudrais faire. Et le remake que je voudrais faire au cinéma, c'est Metropolis. Je voudrais faire un remake de Metropolis. Je ne comprends pas que depuis 1927, personne n'ait jamais pensé à faire un remake de Metropolis. Si ce n'est... je sais plus comment s'appelle le dessinateur de manga, mais celui qui a fait Steam Boy, et qui a fait aussi un remake de Metropolis à la japonaise, mais c'est tellement éloigné de l'original que c'est même plus vraiment un remake. Pour moi, on abandonne même totalement le thème d'origine du truc. Mais ouais, si c'est un remake que je voudrais voir, parce que je voudrais le faire, c'est Metropolis. J'adorerais refaire ce film. Je suis sûr que c'est un film qui marche super bien avec des technologies, des visuels modernes. Ne serait-ce que parce que le sujet est vachement pertinent à l'époque actuelle, mais j'y pensais déjà bien avant ça, quoi. Un peu dans le même style, Naoki me demande une question que je me suis souvent posée si tu étais réel, et que tu avais un très bon budget pour un film genre 300 millions de dollars. Vers quel genre de film tu te lancerais? Thriller, fantastique, horror, etc. En partant d'une idée à toi, bien sûr, un scénario sorti de ta tête, des acteurs déjà connus et installés, ou des jeunes talents qu'on connaît pas, ça m'intrigue beaucoup. Voilà ma question. Alors je résume la question en gros, est-ce que je ferais des films et avec quel genre de film et avec quel genre de casting? Si je faisais un film, ce serait de la science-fiction. A priori, il y a peu de chances que je fasse autre chose, c'est vraiment le domaine qui me parle le plus. Si j'avais un budget aussi énorme que 300 millions, je l'utiliserais de façon appropriée pour adapter quelque chose qui aurait dû être adapté depuis longtemps. Le roman La Nuit des Temps de René Barjavel, c'est un peu comme Metropolis, c'est pour ça que je dis ça, c'est le truc que j'ai envie d'adapter depuis que j'ai l'idée d'être réalisateur. La Nuit des Temps par René Barjavel est le meilleur roman de science-fiction, un des meilleurs romans de science-fiction que j'ai lu de ma vie, et j'aimerais beaucoup pouvoir adapter ça, et si j'avais 300 millions, ce serait la bonne occasion pour le faire. Cela dit, je me vois pas vraiment comme le genre de réalisateur... Un peu comme l'argent, voilà, j'ai pas envie de réclamer de l'argent, je me vois pas vraiment comme un réalisateur qui voudrait dilapider des fortunes dans des budgets colossaux, je préférerais essayer de faire des films impressionnants avec le moins de budget possible, et je pense que La Nuit des Temps peut se faire avec un budget plutôt raisonnable. Excepté évidemment trucage et effets spéciaux, mais je pense qu'au niveau de tournage lui-même, il y a moyen de faire le truc avec vraiment un budget plutôt tranquille et en dessous des 300 millions. Le truc c'est qu'il m'a demandé ce que je ferais si le film à 300 millions était une idée qui vient de moi. Et encore une fois, de la science-fiction, hein, oui, mais après, j'ai pas de scénario vite fait à te sortir là direct, quoi, un truc genre, mais c'est... Oui, si j'ai du budget, c'est pour faire de la science-fiction. Je trouve ça totalement inutile d'avoir 300 millions de budget pour faire un truc qui est tourné dans New York, quoi. Et au niveau des acteurs, des inconnus ou des acteurs déjà installés, les deux.
Honnêtement, enfin, je vois vraiment la question du casting comme quel acteur correspond au rôle, lequel a la voix, le visage, le comportement, la gestuelle qui correspond à ta vision du personnage, la vision qu'a le réalisateur du personnage. Et en ce sens, tu peux trouver tes acteurs aussi bien dans les récents que dans les anciens. Pour vous donner une idée, par exemple, dans mon remake de Metropolis, j'adorerais foutre William Shatner en Fredersen, le patron de Metropolis. J'adore sa théâtralité, j'adore sa façon de dire les trucs comme, en principe comme un capitaine de vaisseau dans Star Trek. Mais ici, du coup, de le mettre déjà très âgé comme il est aujourd'hui, et dans le rôle du salaud, avec cette diction, avec cette façon de couper les phrases, avec cette façon de sortir les trucs, enfin, comment est-ce qu'ils te sortiraient, ils sont à leur place. Pour autant, dans le rôle principal de son fils, Freder, je pense à un pote que j'ai rencontré quand j'étais faire le casting de Star Wars avec des amis en Angleterre, ou au petit minou que Roland Emmerich a foutu dans un rôle secondaire ou tertiaire dans Independence Day Resurgence, le petit jeune, là, je sais plus comment il s'appelait. Pas des acteurs donc particulièrement reconnus, quoi. Donc c'est vraiment un mélange des deux, et je pense que d'ailleurs pour un studio c'est ce qu'il y a de mieux aussi, mélanger des têtes connues et des têtes pas connues, comme ça t'as les têtes connues qui t'apportent du fric, et tu peux avoir des têtes que tu fais connaître pour te garantir du fric plus tard. Donc ouais, un petit mélange des deux. Moi je suis pas vraiment spécifiquement que sur des gens très expérimentés ou que sur des nouveaux. Faut mélanger les deux, les talents sont partout. Oh, c'est gentil, il y a Smaïn qui me demande comment vas-tu en ce moment. Ça va très bien, Smaïn, merci beaucoup. Moi, je suis habitué en fait à l'isolation et à pas voir grand monde pendant plusieurs jours. Rester enfermé chez moi, à écrire mes conneries, et à regarder mes vidéos et à regarder des films, etc. C'est ma vie déjà en temps normal. Je sors de temps en temps pour aller faire mes courses et me ravitailler, mais c'est tout. Donc moi, ça va très bien. Et en plus, je n'ai personne à charge. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de compagnon, j'ai même plus ma regrettée Cléo qui n'est plus là. Donc j'ai personne à qui m'occuper, donc pour moi le confinement c'est tranquille, quoi, j'ai pas vraiment de soucis. Johan EXN me demande, petite question, étant donné que ton travail est de parler de ce qui te passionne, de l'analyser, est-ce que tu vois toujours ça comme une passion ou le travail est-il devenu un travail? Je veux dire, est-ce que tu prends toujours le même plaisir qu'avant à regarder des films, ou alors est-ce que c'est devenu vraiment quasiment toujours quelque chose qui te ramène à ton boulot? Voilà, merci pour tout ce que tu fais, c'est top et continue. J'ai l'extrême chance d'avoir pu choisir mon métier. À mon sens, nul homme n'est plus heureux que l'homme qui peut choisir de travailler dans le métier, dans le domaine qu'il passionne. Évidemment, parfois vous êtes passionné par un domaine qui va vous amener quelques déconvenues, quelques désillusions quand vous allez arriver dedans, et du coup vous n'allez pas aimer votre boulot, et ça va devenir un boulot, purement un boulot. En ce qui me concerne, j'ai besoin de parler de films. J'ai besoin d'analyser des films, et j'ai besoin de le transmettre à quelqu'un et d'en parler à quelqu'un. J'ai ce besoin de partager un truc que je vois, et quand je vois quelque chose, en parler peut devenir un travail, mais l'envie d'en parler ne vient pas à cause du travail. Je ne parle jamais de quelque chose uniquement à cause du travail. J'en parle parce que j'ai envie de le voir. C'est comme les films, je vais voir les films qui m'intéressent. Un film comme Fast and Furious par exemple, je sais que tout le monde me le demande, je pense que ça fera des grosses vues parce que ça fait les plus grosses entrées parmi les films qui sortent, mais je n'ai aucune envie de voir les Fast and Furious et je refuse catégorie d'aller les voir, et je n'ai pas envie d'en parler. Mais quand un film m'intrigue, même si c'est un tout petit peu, j'ai une curiosité et je vais avoir envie de partager le résultat de cette curiosité avec les gens, quoi qu'il se passe. Ce qui atténue effectivement un peu la passion, c'est la dose de travail qui va derrière, le travail de montage, de nettoyage, etc. Mais même ça, on finit par s'y habituer au bout d'un moment. Ça a été difficile dans les premières années, mais au bout d'un moment, tu prends le rythme et ça devient... T'y penses même plus comme du travail. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'en fait, comme t'y penses plus comme du travail, t'arrives plus à sentir ta fatigue, t'arrives plus à prévoir ce qui va te fatiguer, ce qui va être compliqué ou pas. Là, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, je me suis dit, oh, de toute façon, j'ai le temps, je vais tourner 3 vidéos. Ouais, mais ça fait 6 heures que je suis en train de tourner, là, ma voix est en train de complètement être détruite, je suis en train de suer comme un porc, et je sais pas si demain, je vais être en état pour monter tranquillement mon truc, quoi. Donc, c'est plus ça, le problème, c'est vraiment la question du travail propre, quoi. C'est, quand tu, justement, à mon sens, quand t'aimes beaucoup ton travail, t'arrives pas à sentir que c'est un travail, et en fait, tu t'épuises encore plus parce que t'as envie de bosser. T'as envie de finir ton truc. Et généralement, c'est pareil dans mes vidéos, quand je fais des effets spéciaux, des trucages un peu compliqués, etc. Ils vont parfois être très compliqués, mais j'ai tellement envie de le faire, et je suis tellement fier quand je réussis à faire l'effet que j'ai en tête. Évidemment, j'ai passé 6 heures et je vais le faire s'il le faut, quoi. C'est 3 jours s'il le faut, 1 semaine s'il le faut, mais je ferai mon effet tel que j'ai envie de le faire. Il arrive que je doive déclarer forfait, mais je suis tenace. Des racines bretonnes et italiennes, attention, je suis très tenace. Renan P43 me demande « Salut Dudu, bonjour. Je voulais d'abord acclamer ton taf depuis le début et toutes ces années. Je me suis abonné depuis 2014, merci, putain. Et tu as changé également ma façon de voir des films, merci. Bref, voici ma question. Récemment, dans ta critique de Six Underground, tu as parlé de mixage et de sound design. Vu que c'est un film dispo uniquement sur Netflix, et donc que tu as vu chez toi, je suppose, absolument, as-tu un équipement vidéo-audio particulier pour regarder les films chez toi, genre à home cinéma? Si ce n'est pas le cas, avec quoi profites-tu des films? Merci pour ton boulot, continue comme ça.
Mon système home cinéma. Mon ordinateur en fait est relié à ma télévision par HDMI et à un ampli 5.1 que j'ai acheté il y a 11 ans je crois. Putain, ça fait 11 ans que j'ai ce truc. En fait, quand je bossais à Micromania, on avait reçu des chèques cadeaux à une année parce qu'on avait fait un super score à Noël. Et du coup, je m'étais acheté tout un équipement home cinéma à cette époque-là. Et donc, j'ai acheté une télévision qui fait 117, 107 cm, je sais plus. Enfin, pas une très très grande télé, une télé honorable. Et j'avais acheté avec un ampli Yamaha avec tout un lot d'enceintes qui sont celles que les petits trucs que vous voyez dépasser de mon étagère dans l'autre plan. Donc, quand je regarde les films, je les regarde en 5.1. Avec mon caisson de basse également, donc pour avoir un vrai bon son. Et je crois que oui, je crois que l'ampli peut gérer le True HD. Donc si le True HD, parce que True HD ça fait film porno, le True HD. Et du coup, je peux gérer à peu près tous les formats de son et tous les formats vidéo, parce que c'est le PC qui lit tout, et ça envoie ça sur ma télé et sur mon home cinéma. Donc voilà, j'ai une très bonne installation de son, et c'est vrai que mon son est très bon et mon image est très bonne. J'ai mis 6 mois à choisir mon écran de télévision. J'ai comparé absolument toutes les télés du rayon. J'ai regardé... Parce que je vérifiais en fait quand ils changeaient les bandes de démo, et changeaient les connexions, et changeaient les machins, est-ce que l'écran que je considérais être bon était toujours bon, ou est-ce que d'un seul coup il était super mauvais? Est-ce que celui que je pensais mauvais est d'un seul coup devenu bon et c'est en fait la source qui était pas bonne? J'ai passé 6 mois à comparer tous les écrans télé pour choisir le mien, et je l'aime. Je l'aime d'un amour véritable. Il y a LA Picture Studio qui me demande « Bonjour Durandal, j'adore tes vidéos, j'espère que tu vas bien, merci. Voici mes questions. Est-ce que tu as déjà prévu d'arrêter un jour de faire des vidéos ou alors est-ce que tu vas continuer et en faire jusqu'en 2028 ?» 2028, ça a seulement 8 ans, hein, j'ai pas de problème de santé. Éventuellement, pourquoi pas continuer encore très longtemps. Je vous avoue qu'au tout début, quand je commençais sur YouTube, je me demandais vraiment est-ce que je me vois passer ma vie à faire des vidéos sur YouTube? Mais récemment, on a eu des youtubeurs plus adultes qui sont... Enfin, récemment, ça fait quelques temps déjà qu'ils sont là maintenant. Mais on a eu des youtubeurs plus adultes qui sont arrivés, notamment par exemple YPensée, et on s'est rendu compte du coup que faire des vidéos sur YouTube, c'est pas juste un truc réservé à des losers dans leur chambre, c'est aussi des trucs qui arrivent à des adultes dans leur chambre. Et du coup, j'ai plus vraiment cette angoisse-là en fait. Je me dis tout à fait, ouais, a priori c'est quelque chose que je pourrais faire après n'importe quel âge, et j'aurais pas la peur du ridicule, j'aurais pas la peur de machin. La seule crainte que j'ai, c'est la seule chose qui pourrait faire que j'arrête les vidéos, c'est perdre le contact avec le public, ne plus réussir à faire des choses intéressantes, ne plus réussir à intéresser le public. Mais tant que ça marche, je me vois continuer personnellement. On va terminer avec Maya, qui me pose une petite question personnelle. As-tu repris un chat? Non, j'y arrive pas. En fait, je suis... Cléo m'a mis... La mort de Cléo m'a mis face à une certaine incapacité de ma part à gérer la vie de quelqu'un d'autre et les problèmes de quelqu'un d'autre. Ça m'a fait réaliser que, du coup, quand tu es responsable de quelqu'un, quand il t'arrive une couille et quand quelque chose va pas chez toi, ça se répercute sur les autres. Ça m'a fait réaliser qu'en situation de stress et ayant la responsabilité de quelqu'un d'autre, j'avais énormément de mal à le gérer. Cléo a jamais eu de soucis en fait pendant 18 ans quasi, c'est d'un seul coup pendant la 18e année qu'il s'est passé beaucoup de merde, en bonne partie parce que sur les 2 vétérinaires qui habitaient à 100 mètres de chez moi, évidemment j'ai été voir celle qui m'a dit que c'était un cancer et qui m'a demandé de raquer des sommes monstrueuses et qui a torturé mon petit chat dans ces derniers mois, alors qu'elle n'en avait pas du tout besoin et qu'elle aurait pu mourir dans de bien meilleures conditions. Je m'en veux. Honnêtement, je me suis jamais remis de ce truc-là, je m'en veux énormément. J'ai pas su gérer, j'ai pas été à la hauteur d'une entité, pour ne pas dire une personne, qui m'a toujours, moi, aidé à avancer, en fait. Et du coup, je me trouve égoïste dans le rapport que j'ai eu avec Léo pendant tout ce temps. Et je me suis pas encore remis de ne pas avoir pu l'aider. Et j'arriverai pas à reprendre la responsabilité d'un autre animal tant que j'aurais pas fait le deuil de ça, parce que pour moi, la conclusion de ce qui s'est passé et pourquoi je n'ai pas fait le deuil, c'est que je suis pas capable de m'occuper de quelqu'un d'autre. Je suis pas capable d'avoir la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je n'ai pas repris de chat depuis Cléo. J'y pense beaucoup, honnêtement, je passe souvent quelques heures sur les pages des adoptions de la SPA locale. Cette année d'ailleurs, au début d'année, j'avais fait un don à la SPA et ça va servir. Et je vous encourage à en faire aussi parce que la SPA a beaucoup de soucis en ce moment.
Ils sont en train d'être surchargés en fait à cause de l'épidémie. Les gens ne peuvent pas aller adopter des animaux, donc on peut uniquement envoyer des animaux dans les centres d'adoption, qui sont envoyés par les fourrières envoient dans les centres d'adoption les animaux. Et si les centres d'adoption deviennent pleins, les fourrières vont devoir euthanasier les animaux. Donc il y a pas mal de soucis en ce moment avec la SPA et la gestion des animaux. Je vous encourage à aller faire un don si vous en avez les capacités, parce que ça les aidera. Ils en ont besoin. Et c'est à nous d'aider ces petites créatures, c'est notre responsabilité. Et c'est à cette responsabilité que j'ai failli. Et c'est pour ça que j'arrive pas à reprendre un chat. Voilà. Funky! Bon, on va arrêter là du coup cette FAQ. Morton Icabod me demande est-ce que la prochaine FAQ s'appellera Fuck Me I'm Famous? Non, elle s'appellera Fuck Me 3D, Fuck Me More. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir suivi, j'espère que les réponses vous ont intéressé. Et puis on y reviendra du coup pour d'autres questions parce qu'il en restera évidemment, et vous en aurez sans doute de nouveau à poser la prochaine fois. Merci encore pour toutes vos questions, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, allez voir des films, regardez des films, j'arrête pas de me tromper en ce moment, prenez soin de vous et regardez des films, ciao. 10 ans que je fais la même chose, évidemment que ça me fait bizarre de dire autre chose d'un coup.